Bonjour, bienvenue dans le podcast Smile in Brive, le podcast qui partage les énergies positives de Brive et ses alentours avec des rencontres souriantes. Je suis Mylène Lavial, votre hôte pour cette série de rencontres inspirantes qui donnent envie de sourire. Aujourd'hui, je reçois Claire Morel, une smile lumineuse carcassière. Bonjour Claire, ça va ? Bonjour Mylène, ça va et toi ? Ça va bien, merci. Alors, je suis très heureuse de t'accueillir pour cet épisode de Smile in Brive. En fait, je t'ai rencontrée en découvrant ton travail et j'ai vraiment été touchée par la poésie de tes abat-jours en forme d'aile d'ange. Et j'ai tout de suite eu le sentiment que c'était bien plus qu'un abat-jour et qu'il y avait beaucoup de lumière. Et puis, je suis allée voir ton parcours et j'ai été émerveillée. Tu as quitté le monde de l'entreprise, tu as créé 2 entreprises, et dont une pour devenir carcassière et créer des abat-jours qui racontent une histoire. Je pense que tu as de l'optimisme, beaucoup de passion, et que tu représentes vraiment l'esprit de ce podcast. Et puis, cette lumière, ce courage aussi dans tes choix de vie, dans ta vie professionnelle. Cet enthousiasme, comme on dit, enthousiasme, ça vient du latin enthos, le souffle de Dieu. Donc, il y a vraiment de l'énergie. Et donc, je trouve que tu es très enthousiaste. Et je suis ravie de te recevoir. Est-ce que cette présentation te convient ? Oui, merci. Bon, parfait. Qu'est-ce qui t'a donné le sourire aujourd'hui ? Question traditionnelle du podcast pour commencer. Ma petite chienne. Ah, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Nikki. Ouais. Et je la trouve trop mignonne. Mais je suis peut-être pas très objective. D'accord. Ça, c'est bien pour commencer la journée. Alors, j'ai dit que tu étais une smile lumineuse carcassière. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une carcassière ? Qu'est-ce que c'est comme métier ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Alors, c'est un nom un peu étrange qui peut évoquer la boucherie, mais il n'en est rien. Un carcassier, une carcassière fabrique des carcasses d'abat-jour. Donc, c'est le travail du fil d'acier, qui est un fil qui va aller de 2 mm jusqu'à parfois 4, 5, 6 mm, 7 mm plus rarement, et qui fabrique des structures. D'accord. Qui peuvent être des abat-jours, mais qui peuvent être également toute autre sorte de structure, qu'elles soient décoratives ou plus utilitaires. Alors bien sûr, c'est vraiment très atypique. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de ton parcours et qu'est-ce qui fait, où est-ce que tu es partie et qu'est-ce qui fait que tu es arrivée à reprendre cet atelier et ce travail artisanal aujourd'hui ? Oui. Alors en effet, j'ai pas grandi en me disant moi quand je serai grande, je veux être carcassière, parce que je connaissais même pas l'existence de ce mot. J'ai grandi moi avec l'envie de travailler pour le bien public. Et de fil en aiguille, j'ai passé les concours de Sciences Po, j'ai été reçue à Lille et j'ai choisi la voie administration publique. On peut choisir plusieurs sections dans les IEP ou les Sciences Po. Et moi, c'était clair et net, j'allais vers l'administration publique. Je voulais œuvrer pour le bien commun. La question s'est posée de savoir si je passais les concours de la fonction publique ou pas. Et en fait, à cette voie-là, j'ai préféré la voie du conseil pour le secteur public parce que ça me semblait être une voie très formatrice et très diversifiée. Donc, quand j'ai quitté Sciences Po, j'ai été recrutée dans un cabinet de conseil. On travaillait beaucoup pour les collectivités territoriales. Et en fait, je n'ai pas quitté cette voie. C'était il y a bientôt 20 ans. Et je continue un peu à œuvrer dans cette voie-là. Et c'est d'ailleurs l'objet de ma 2e entreprise dont tu parlais au début. Mais je faisais ça en étant salariée. C'est un métier très exigeant. Et avec le temps, est apparue l'envie de disposer de mon temps. En fait, je me suis dit, mais le temps, c'est ce que j'ai de plus précieux. Et je suis en train de le donner à d'autres. Ouais. Or, je ne vois pas pourquoi
je ne serais pas en mesure de créer mon propre travail et de travailler pour mes idées à moi. Donc j'ai un peu eu une rébellion de mon temps en fait et mon énergie à qui je la dédie, à quoi je la dédie. Et j'ai senti, ça j'étais encore salariée et c'était bien avant que je franchisse le pas de l'indépendance. J'ai senti que la seule chose que j'avais à faire, c'était de travailler sur mes peurs. Ah. Voilà, je me suis dit, à partir du moment où je n'aurais pas peur, je serais libre de tout. D'accord. Bon, si on peut dire ça comme ça. Mais... Libre de tout, c'est pas mal. Et qu'est-ce que tu as mis en place et comment ça s'est passé pour arriver jusque-là, en fait? Ouais, C'est un travail particulier par rapport au conseil, finalement. Exactement. Ben, alors, j'ai découvert la voie intérieure. J'ai plongé à l'intérieur de moi-même par le biais d'une thérapie. Peu importe le nom qu'on lui donne. Moi, ce que j'aime dans cette idée, c'est vraiment d'être accompagné dans une plongée dans nos profondeurs qui peuvent nous faire très peur. Mais le fait d'être accompagné fait que nos yeux commencent à s'habituer à cette obscurité et puis on finit par connaître le paysage, on n'en a pas peur, on apprend à le nommer, on apprend à naviguer à l'intérieur de ces profondeurs-là. Et je dirais que c'est vraiment le travail qui m'a permis de m'affranchir d'un certain nombre de choses. Et comment est arrivée la lumière à ce moment-là? La lumière, comment elle est arrivée? Alors, elle est arrivée, de façon très pragmatique et en même temps très mystérieuse. Je pouvais avoir peur du vide. D'accord. La peur du vide, c'est pas, j'avais pas le vertige. C'était un peu le vide symbolique, quoi. Et justement, en plongeant à l'intérieur de mes profondeurs et en commençant à m'y habituer, il y a eu un jour, j'habitais un petit appartement sous les toits à Paris, 6e étage, sans ascenseur, qui était rempli d'objets, de souvenirs auxquels j'étais très attachée. Et un jour est venue l'impulsion de créer du vide. D'accord. Et donc, j'ai retiré des objets et j'étais à l'aise avec l'idée de ne rien mettre à la place et de laisser venir les choses. Et là est venue, j'avais une cheminée en marbre qui était toute vide. Et là, je me suis dit, sur cette cheminée, je voudrais mettre une lampe. Je verrais bien une lampe. Mais alors, cette lampe, je vais la fabriquer moi-même, de A à Z. Et c'était un peu une promesse que je me suis faite à moi-même et qui est née d'un vide que j'ai volontairement créé et vers lequel je n'ai pas eu peur d'aller. Et donc, cette lampe, j'ai chiné une carafe, je suis allée au BHV pour pouvoir électrifier mon luminaire et je me suis inscrite à un stage pour apprendre à fabriquer mon abat-jour. Incroyable. Et ça a été mon pas vers la lumière. Et la lumière que j'ai façonnée moi-même, c'est-à-dire que j'ai toujours adoré la déco et pour moi, une lampe, c'est important dans un intérieur. Mais cette lampe a été le premier caillou sur mon chemin vers les abat-jours. Et oui, vers la lumière, c'est tellement important. Oh, c'est beau, je suis touchée. Est-ce que tu l'as toujours, cet abat-jour? J'ai toujours cet abat-jour, oui. Ah, c'est incroyable comme parcours. Et c'est du vide qu'est né finalement, là, cette lumière et ce besoin. Et cette création aussi. Exactement. Parce qu'il y a eu t'es allé acheter pour créer. Oui, c'est à la fois une sorte de... Oui, j'ai osé faire le vide et en même temps, c'était une promesse à moi-même. Et dans ces cas-là, je peux être assez décidée. Quand je décide quelque chose, je m'y tiens. D'accord. Ok. Si vous la rencontrez un jour, Claire, ça se voit dans son regard. Ça, je veux bien le croire. Et donc aujourd'hui, Jour de Lune existe. Oui, par un curieux hasard. C'est-à-dire que j'ai exploré cette niche des abat-jours
J'ai commencé à me prendre de passion pour ce savoir-faire-là parce que je trouvais ça génial de pouvoir fabriquer ses propres lampes. Donc j'ai commencé à acheter plein de tissus fleuris, à fabriquer des abat-jours pour mes neveux, pour mes amis. Et j'ai continué à faire des stages, j'ai appris. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré les décoratrices d'un restaurant dont j'adorais la déco. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'est venu à l'idée comme un caillou qu'on a jeté dans ma tête, comme un ordre qu'on m'a donné. On m'a dit « Contacte les décoratrices de ce restaurant, parle-leur de tes abat-jours ». Donc je me suis exécutée. Et donc j'ai écrit à ces dames. Je leur ai dit « Écoutez, je fais des abat-jours. J'aimerais vous parler et en apprendre plus sur votre métier. » Mais je faisais ça un peu comme une journaliste qui avait envie d'apprendre des choses exotiques sur un métier qu'elle n'avait jamais vraiment côtoyé avant. Et j'ai rencontré ces femmes qui ont gentiment accepté de me rencontrer et qui m'ont dit « Mais vos abat-jours, vous achetez vos structures toutes faites dans le commerce ?» Bah oui, mais ce qui pourrait être génial, c'est de faire vous-même vos propres structures. Ah bah oui, vous avez raison. Et moi, j'étais vraiment en train de me dire, la vie est en train de mettre des cailloux sur mon chemin. Elle est en train de dialoguer avec moi. Donc, si on me dit ça, c'est pas pour rien. Et surtout, tu l'as entendu. Et je l'ai entendu, oui. Tu les as vus, les cailloux. Et ouais, j'étais consciemment en train de dialoguer avec elle et de dire à la vie, vas-y, surprends-moi, je vais t'écouter et on va voir, quoi. Ouais. Et j'étais vraiment en train de mener une expérience. Voilà, je me dis, bon, très bien, on a mis ça sur mon chemin. Donc, je suis rentrée chez moi, je suis allée sur Internet, j'ai dit, comment on fabrique des carcasses d'abat-jour ? Et là, je suis tombée sur la vidéo YouTube d'un monsieur qui ressemblait au Père Noël, qui était dans un atelier avec plein de carcasses partout. Et j'ai dit, qu'à cela ne tienne, je vais écrire à ce monsieur. Ah oui, waouh. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Je vais écrire à ce monsieur, je vais lui dire « Bonjour, je voudrais apprendre à faire des carcasses d'abat-jour. Est-ce que vous seriez d'accord pour m'accepter en stage ?» Et moi, je pensais en avoir pour 2-3 jours. Après, j'ai cru comprendre Oui, des stages de 2-3 jours. Alors, au bout de 2-3 jours, ça ira. 2-3 jours, ça ira. Bon, je croyais voir quand même qu'il y avait un petit problème de matériel. Et je me suis dit, comment je vais caser ça dans mon 30 mètres carrés à Paris ? Mais j'ai écrit et ils m'ont répondu. Et là, la réponse inattendue, c'était « Écoutez, on va s'arrêter pour faire complètement autre chose. Si vous êtes intéressé pour reprendre l'entreprise ou du matériel, n'hésitez pas. » Ah là, j'étais là, super, je ne suis pas déçue. En effet, là, j'ai tiré le gros lot. Et donc, j'étais à waouh, il est rigolo mon petit jeu quand même. Ah oui ? C'est quoi le prochain caillou ? C'est quoi le prochain caillou ? Et donc, j'ai dit, écoutez, moi, concrètement, j'ai dit, moi, je ne me vois pas du tout travailler dans la ferraille et être à la tête d'une entreprise. Mais je ne veux pas mourir bête, je veux voir un carcassier au moins une fois dans ma vie. Et donc, je leur ai dit, écoutez, je veux bien venir vous rencontrer. Et là, ça a basculé. Comment ça s'est passé ? Je suis arrivée dans cet atelier qui était à Aulnay-sous-Bois. Je découvre un atelier dans un bazar poétique, tellement attachant, avec des lumières très chaudes, un peu cuivrées, des vieux bois, un vernis qui ont beaucoup, une atmosphère incroyable. Et moi, j'entamais déjà ma mue professionnelle, donc j'avais réussi à avoir un CDD. Et donc, j'étais à la fin de mon CDD. Et donc, les planètes s'alignaient. Ah oui, encore un caillou sur... Ah oui, non, mais c'était incroyable. Je sentais qu'il fallait il fallait pas que je planifie quoi que ce soit. Je sentais qu'on me disait « Attends, ne fais rien, laisse venir ». J'ai laissé venir et j'ai pas été déçue parce que 3 semaines avant la fin de mon CDD, je rencontre Henri et son atelier magique. Et Henri me dit, nous, on s'arrête, on va quitter la France, on a un autre projet. On a mis la maison en vente et puis on n'a pas de repreneur pour l'atelier, on a fait une croix dessus. Voilà, c'est tout. Ah oui, comme ça. Voilà. Ils étaient prêts à tout laisser. Ils étaient prêts à tout laisser. Et le jour où je suis arrivée, ils ont dit, d'ailleurs, la maison était en vente, elle était vendue. Et aujourd'hui, la vente a été annulée. Donc, on doit rester 3-4 mois supplémentaires en France pour pouvoir
retrouver un acquéreur pour notre maison. Et moi, je me suis faufilée dans cette brèche. J'ai dit, bon, ok, très bien. Là, je suis rentrée de ma visite à Aulnay en étant complètement bouleversée parce que je vois cet atelier incroyable, ces machines qui vont partir à la ferraille. Et moi qui suis tombée amoureuse d'elle. Et en même temps, je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc là, j'appelle un ami qui est féru de métier d'art. C'était peut-être pas la bonne personne à appeler d'ailleurs. Il m'a dit, mais Claire, tu fonces. Il faut absolument sauver cet atelier. C'est un des derniers en France à faire ça. C'est un outillage unique. C'est tellement un métier de niche que les outils ont été créés exprès pour l'atelier. Donc, il faut que tu fonces. Et moi, je suis là, mais... Oui, passer du conseil. Ah non, mais c'est inimaginable. Et moi, j'avais tellement peur de créer mon entreprise, de me jeter à l'eau, que pendant quelques semaines, quand même, j'ai fait un peu la sourde oreille. J'ai dit non, mais moi je veux juste être formée. Non, je veux pas créer une entreprise. Je sais pas si je vais racheter les machines, on verra bien. Et puis en fait, j'ai complètement été poussée dans le précipice parce qu'on m'a dit, Claire, si tu veux sauver ces machines, il faut pouvoir les acquérir. J'avais pas trop de sous de côté, c'était pas trop. Donc, il fallait que j'emprunte, il fallait que je crée une entreprise et puis c'était parti. Voilà, quoi, c'était parti. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 8 ans. Seulement 8 ans? Et oui, soit seulement 8 ans ou déjà 8 ans. Ou déjà 8 ans, ouais. Et donc, tu as acquis l'entreprise. Et ouais, donc Henri m'a formée pendant cet été-là, en attendant de remettre la maison en vente. Et puis moi, je me faisais à l'idée de me dire, alors, ok, donc où est-ce que je vais aller? Donc j'habitais à Paris, donc là j'ai décidé de quitter Paris et de retourner en Corrèze. Donc c'est le retour en Corrèze, ouais. C'est là que ça s'est passé. Mais oui, c'était ce qui avait de plus simple. Ton atelier était à Messac, là? Oui, il fallait trouver un local, donc mes parents ont été adorables parce que je quittais comme... Enfin, ils m'ont payé mes études. Je quittais quand même une carrière où j'avais fait Sciences Po à Lille pour leur dire, écoutez, en fait... je rachète une entreprise, je vais faire des carcasses d'herbage. Voilà, et je vais travailler dans le métal maintenant. C'est incroyable. Et ils ont été super. Ils m'ont soutenu. Ils ont été mes agents en Corrèze parce que moi j'étais à Paris en train d'être formée. Et eux, pendant ce temps, cherchaient un local pour mon atelier. On cherchait un transporteur pour pouvoir déménager cet atelier en Corrèze. Voilà, ça a été un été épique. Et moi, je n'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. Donc, j'étais angoissée à un point mais tu t'es dit, c'est ce qu'il faut que je fasse. Ah mais oui, je sentais que je suivais une voie. Et surtout, je me disais, oh non, mais je ne peux pas renoncer. J'ai trop envie de voir ce que ça va donner. Et j'ai trop peur de renoncer, de me dire, si j'avais su. Ouais, c'était l'occasion, quoi. Ouais. C'était l'occasion d'une vie. Oui. Et puis, je dialoguais avec, on va dire, une bonne étoile. Dans les moments de doute, ce que je faisais, c'est que je me souviens d'une fois où vraiment... En fait, l'entourage me faisait peur quand même, parce que en gros, on me disait que j'avais aucune expérience dans ce métier. Oui, j'imagine bien les personnes autour passer de Sciences Po à un atelier de carcasse d'abat-jour. Ah oui. Il fallait beaucoup de courage aussi. Il n'y a pas grand monde qui y croyait. Parce que, pour être tout à fait transparente, c'est quand même une activité qui est en déclin. Des carcasses d'abat-jour sur mesure, on est quand même sur un métier de niche et qui n'est pas suffisant pour faire vivre une entreprise. Ou alors, il faudrait investir. Et c'est pas le cas de cet atelier qui reste très... manuel. Parce que là, c'est toi qui fais tout. Toutes les carcasses, c'est toi. Ouais. En fait, on part d'une tige droite et on forme le fil et on le soude après. Et comment est venue l'idée des ailes d'ange ? Alors, les ailes d'ange sont venues quand j'étais en train d'être formée par Henri à Aulnay-sous-Bois,
où je me souviens, j'étais assise sur un tabouret et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Par où je vais commencer? Parce que c'est un savoir-faire incroyable qui nous permet de matérialiser un peu tout ce qu'on veut. Donc c'est génial et en même temps c'est vertigineux. Et j'étais assise sur ce tabouret, je me disais, par où je vais commencer? Et là, mes yeux tombent sur des ailes d'ange qui avaient déjà été fabriquées dans cet atelier, mais c'était une forme différente, c'est pour une autre fonction. Et de là est venu, je ne sais pas comment, pareil, comme un petit caillou qui a été jeté dans ma tête, l'idée d'un luminaire qui ne soit pas un luminaire fini, mais qui puisse être un objet qui soit un pont et avec lequel on peut interagir. Et donc des ailes d'ange qui nous permettraient de déposer des messages. Voilà. Et je sens aussi c'est l'idée du vivant. Parce que le luminaire, finalement, c'est un objet. Et là, finalement, on lui donne une fonction de vivant, puisqu'on peut déposer, enlever. Exactement, ouais, c'est vrai. Pour moi, c'est toute la symbolique de la lumière. On est bien au-delà. J'aime beaucoup voir la symbolique derrière les choses. Et quand on parle d'une lampe, d'une lumière, il y a une symbolique très forte derrière. Et c'est ça, c'est vraiment ce qui te porte, j'ai le sentiment, quand on a préparé l'émission. C'est cette notion aussi d'amener la lumière dans les... Après, est-ce que tu les imagines quand tu les fais, qu'après elles vont être chez des personnes, dans des lieux Ouais, oui, c'est... Je les imagine, je les missionne secrètement. En tout cas, je leur souhaite une bonne route et un beau chemin avec les personnes qui vont les adopter. Ce que j'aime entendre dans les quelques retours que je peux avoir, c'est plusieurs fois on m'a dit, tu sais, cette lampe, je l'allume toujours. Elle est toujours allumée. C'est comme une veilleuse. Elle dégage une présence. Et après, voilà, après ça me regarde pas. Ouais, quel beau parcours. Merci pour ce partage. Et je crois que d'ailleurs aussi, tu as été récemment label Origine Corrèze. En quoi c'est aidant ou soutenant ou pourquoi c'était important peut-être pour toi? Oui, alors ce label Origine Corrèze, je suis labellisée depuis plusieurs années et au début, je me disais, moi, je fais pas de foie gras, je fais pas de noix, je fais pas... Bon, je sais pas en quoi je symbolise la Corrèze et en même temps, ce que j'aime dans cette labellisation-là, c'est aussi de pouvoir témoigner de la richesse d'un territoire rural. De toutes les facettes de talents qui existent ici, parce qu'on est quand même entouré par des talents incroyables qui vivent un peu cachés. Mais voilà, et je trouve ça intéressant d'en être un témoin. Ah, très bien. Merci pour tous ces partages. Il y avait quelque chose qui était intéressant dans ce podcast. Tu as parlé de la lumière. Je crois même que tu as été formée aux ateliers de philosophie Sève. Oui, exactement. Et sur ton site internet, on peut lire « La lumière me fascine ». Oui. Pour nos auditeurs, on est aussi sur un podcast qui s'appelle Smile, porté par le Club des Optimistes de Corrèze. Ça peut être intéressant de... Toi, comment tu fais? Parce qu'on pourrait se dire le monde va mal, c'est assez anxiogène. Qu'est-ce qui te permet, toi, justement, d'allumer la lumière? Alors, bien sûr, les abat-jours et cette lumière. Mais qu'est-ce qui te motive? Parce que tu es aussi une femme chef d'entreprise, avec 2 entreprises. Qu'est-ce qui, toi, te permet d'allumer cette lumière aussi tous les jours en toi et te motive, même quand c'est peut-être un petit peu plus difficile? Oui. Oui, des moments difficiles, il y en a. Des moments d'abattement, il y en a. Parce que c'est... je pense que c'est pas une découverte. Être à son compte, créer son propre travail, c'est très exigeant.
Il faut vraiment avoir les épaules larges et solides et tout le temps. Il y a peu de répit quand même. C'est du non-stop, oui. Ouais. Et c'est ouais. Tu confirmes? C'est 7 jours sur 7, oui. C'est ça. Alors, comment trouver alors, alors, moi, je suis pas, je pense pas être ces personnes qui sourient quoi qu'il arrive. Je pense que j'ai besoin de soulever le capot pour aller visiter mes états d'âme. Par le passé, ça pouvait prendre un certain temps, donc j'ai eu besoin d'aller visiter tout ça. Maintenant, c'est bon, j'ai un peu fait le tour, donc je fais le tour beaucoup plus vite et je pense que je change de tonalité plus facilement, mais c'est pas un changement factice ni forcé. C'est plutôt, comment dire, je pense qu'on est comme des immeubles et qu'on choisit l'étage auquel on vit. Ah, donc c'est intéressant comme métaphore. Oui. Ouais, voilà. Donc parfois je descends. Il y a rien de péjoratif, hein, mais je sens que je suis un peu pas loin du rez-de-chaussée. Je vais être un peu alourdie par des émotions, des états d'âme, des craintes sur l'avenir, etc. Mais je sais pertinemment qu'il y a des étages supérieurs. D'accord. Et voilà, c'est cet escalier, j'apprends à l'arpenter et je le connais. Et donc, je me reconnais. Je me dis, là, t'es un petit peu quand même au 3e étage. Que dirais-tu de prendre un petit peu de hauteur? Et donc, voilà, je gravis les marches de façon... oui, voilà, j'abandonne beaucoup plus facilement un état pour aller vers un autre parce que je sais que aux étages supérieurs, il y a un été invincible, le soleil brille toujours et c'est là que je vais... j'ai parlé de soleil, c'est là que je vais puiser et je vais toujours boire à la source de la lumière. Ah, très bien. Oui, c'est intéressant parce que c'est vraiment, ça revient à ce que tu nous as dit au début, plonger en soi et prendre des temps de silence. Et finalement, c'est le plus difficile, je trouve, aujourd'hui dans notre société, puisque c'est une société où l'attention est en permanence sollicitée. Et c'est intéressant, merci pour ce partage sur l'immeuble, parce que ça veut dire que de temps en temps, peut-être que je regarderai à quel étage je prendrai un temps d'arrêt. Il y a un temps pour ressentir à quel étage je suis et comment est-ce que je peux monter, même si l'ascenseur est en panne. Oui, voilà, parfois l'ascenseur est en panne et c'est un peu compliqué. Et pour ça, rien de tel que le travail manuel. Et oui. Alors, bienvenue dans mon atelier. C'est vrai? Ah oui, vraiment. Tu fais des... Non, mais j'aimerais, mais c'est pas quelque chose qui est facile à poser parce que mon atelier, il y a quand même un certain nombre de risques. Et voilà. C'est pas. J'aimerais pouvoir partager. Pour l'instant, mais par contre, peut-être une transmission pour toucher et peut-être ressentir le travail. On dit du fil. Oui, du fil. Du fil. Ça, effectivement, ça doit être assez vibrant. C'est ça. Et puis en fait, souvent, moi je me dis, la réponse à toutes les questions, c'est va à l'atelier. Et donc, on transforme la matière, mais on se transforme aussi soi-même. Bien sûr. Voilà. On transforme la matière et on se transforme soi-même. Merci pour ce partage. On arrive vers la fin du podcast. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de nous partager comme une fierté, une réussite, quelque chose que tu voudrais nous partager? Ma fierté, c'est d'avoir mis au monde une collection de luminaires. On les retrouve où d'ailleurs à Brive? Au 805. Au 805. Rue Faro. Voilà. Ouais. Mes petits anges sont là-bas. C'est pas tant... ils auraient eu 10 000 raisons de ne pas exister. Parce que je suis allée les chercher très loin. Il y a eu... alors, quand on voit un objet fini, on n'imagine pas toutes les décisions qui ont dû être prises et toutes les pistes qui ont dû être abandonnées. Et je ne sais pas par quoi j'ai été portée... parfois, je me dis, mais comment j'ai fait pour faire tout ça? Et voilà, je remercie les énergies qui m'ont soutenue pour mettre ça au monde. Et ouais, pour moi, c'est
ça a été un immense bonheur. Et puis, ce que j'entends aussi, c'est que ça donne beaucoup d'espoir, en fait, parce que c'est possible, ce parcours incroyable. Et en même temps, vraiment guidé par l'écoute intérieure et de l'espace, en fait, pour écouter ce qui est à l'intérieur de soi. Donc, merci de le partager aujourd'hui. Alors, on arrive à la fin du podcast. Et j'ai des questions traditionnelles. Ça va. J'aimerais savoir que tu nous partages, en fait. Est-ce que tu as un souvenir drôle, inoubliable à Brive ou dans ses alentours, quelque chose qui t'a fait sourire et qui nous relie à Brive? Oui, j'étais adolescente, probablement un petit peu en crise d'adolescence. Et Brive est devenu champion le club de rugby CAB est devenu champion d'Europe en 97. Oui. Voilà, j'ai des souvenirs de tours de boulevard avec des voitures qui klaxonnent et moi qui probablement était en train de m'identifier à cette équipe. C'était un souvenir rigolo. Ouais, ça, c'est vraiment un souvenir briviste fort. Merci de l'évoquer. Hein. C'est la première fois que j'en reparle et c'est vrai que tous, on a quelque chose, on a presque une lumière qui s'allume quand on pense à cet événement. Ouais, super. Merci. Si c'était une chanson Brive, ce serait laquelle? Une chanson qui te ressource, qui te fait penser à Brive ou qui te fait du bien? Est-ce que tu mets de la musique dans ton atelier? Oui. Tu travailles en musique? Je travaille en podcast. Ah, très bonne idée. En podcast d'abord, et puis de façon plus rare en musique. Est-ce qu'il y en a une qui te porte ou qui te met de bonne humeur, que tu aimes bien? Une musique que j'aime bien, il y en a plein. Mais pour Brive, j'ai pensé à une chanson de Charles Trenet. D'accord. Alors, pour plein de raisons, parce que mes grands-parents habitaient à Brive, mon grand-père adorait Charles Trenet. Je trouve que Brive est une ville riante et joyeuse, un peu comme les mélodies de Charles Trenet qui sont toujours assez entraînantes. Et je pense à Il y avait des arbres de Charles Trenet. Très bien. Bon, merci. J'irai écouter. Est-ce qu'il y a un endroit qui te ressource à Brive? Alors, j'aime beaucoup aller... On peut citer des lieux Bien sûr. Ouais. J'aime beaucoup aller à l'Autre Café. Bien sûr. Avec la tarte pistache. Oui, je comprends tout à fait. Un super lieu, l'Autre Café. C'est vrai. J'ai une addiction totale à la tarte à la pistache. Je remercie d'ailleurs. Et à la fleur d'oranger d'Émilie. Merci d'en reparler. Est-ce que tu as un rituel, peut-être pour commencer la journée? Alors... Je dis bonjour à ma chienne oui c'est vrai. Qui est un petit amour. Et le rituel que j'ai, c'est plutôt en fin de journée. D'accord. Où je repasse toute ma journée en revue et je remercie. Voilà. Pratique la gratitude. Ouais, et c'est vraiment, je le fais systématiquement et j'adore ces moments-là parce qu'on sent qu'on se dilate et en fait on finit par remercier plein de choses. Porter son regard sur ce qui va bien et sur ce qui s'est bien passé, remercier. Ouais. Ah, merci. Est-ce que tu as une astuce pour faire sourire les gens autour de toi? Je crois que j'aime bien l'humour. Oui. Je suis pas contre un petit peu d'humour de temps en temps. Je suis pas sûre de toujours être très drôle. D'accord. Mais c'est la nullité de mes blagues qui finit par faire sourire les gens. Tu veux nous faire une blague? Là, je vais avoir du mal. Ok. Donc pour terminer, ce que je te propose, imagine, on t'offre la possibilité de faire un 4x3, c'est-à-dire des grandes affiches dans Brive, les affiches aussi sur les bus qui circulent, et tu peux faire une campagne d'affichage avec un message qui est important pour toi et que tout le monde peut voir. Voilà, quel message tu écrirais? Je dirais arrêtez de vouloir être ce que vous n'êtes pas. Vous êtes assez. Vous êtes assis sur un trésor. Partez à sa recherche. Oh, c'est beau. Vous êtes assis sur un trésor. Partez à sa recherche. Un immense merci, Claire. Merci pour cette lumineuse interview. Et ça a été vraiment un vrai plaisir de te recevoir et tout ce que tu nous as partagé. Merci à toi. Je te souhaite le meilleur. À bientôt. C'est gentil, le meilleur à toi aussi. Au revoir. Au revoir.
Merci d'avoir écouté Smile in Brive et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être prévenu de l'arrivée des prochains épisodes et retrouver le sourire. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en tapant Smile in Brive. Votre soutien est précieux pour ce lancement, alors n'hésitez pas à partager autour de vous et sur les réseaux. Merci, à très vite.